Quant aux causes du naufrage du Titanic, il existe deux versions qui s'opposent à la version officielle. La Première Grande Guerre n'avait pas encore débuté, mais commençait déjà à se préparer à l'époque du Titanic. L'Allemagne, qui faisait des recherches sur la construction de sous-marins depuis 1856, avait inauguré sa flotte, connue sous le nom de U-Boats, en 1906, avec le U-Boat 1, et en 1908, avec le U-Boat 2, plus sophistiqué. Il est possible que plusieurs U-Boats aient patrouillé les eaux de l'Atlantique Nord, pour effectuer des manœuvres et tester leur véritable capacité d'impact. Une collision mineure d'un navire de passagers avec un iceberg aurait entraîné des dommages au navire, mais pas son naufrage. Cependant, c'était l'occasion idéale de tester les nouvelles armes sous-marines, sans générer d'incident international. C'est ainsi que le sous-marin allemand a tiré sa torpille sur le Titanic. Nous savons comment agissent les élites des grandes puissances. À titre d'exemple, le navire américain, le Maine à Cuba, en 1898, a été dynamité par son propre pays. Mais ce sont les Espagnols qui ont été accusés, ce qui a déclenché la guerre avec l'Espagne. D'autre part, cela expliquerait pourquoi le Titanic s'est brisé en deux, même si pendant des années on a cru qu'il avait coulé en un seul morceau. Cela expliquerait également pourquoi plusieurs survivants ont entendu des explosions, quelque temps après la collision avec l'iceberg. Et pourquoi les dommages structurels constatés dans l'épave sont beaucoup moins importants que ce que l'on croyait initialement. Cela apporterait enfin une explication au fait que plusieurs témoins affirmaient avoir vu les lumières d'un mystérieux navire à proximité du Titanic, mais qui n'est jamais venu au secours des survivants. On a toujours pensé que ce mystérieux navire était le Californian. Mais son capitaine a juré sur sa tombe que son navire n'a jamais été aussi proche du Titanic. Et qu'il était entouré de glace à ce moment-là, et incapable de bouger. Si la théorie des U-Boats est vraie, le navire mystère aurait pu être le sous-marin, qui aurait gagné la surface pour constater le résultat de son attaque. Le fait qu'une seule torpille d'un sous-marin puisse couler un navire de cette taille a été prouvé 3 ans plus tard. Lorsque pendant la guerre, un U-Boat allemand a coulé le Lusitania avec une seule torpille, le 7 mai 1915. Entraînant la mort de 1198 passagers, un acte qui a précipité l'entrée de l'Amérique dans la Première Grande Guerre, avec plus de 50 millions de morts. Le naufrage du Lusitania était une conspiration planifiée par le premier lord de l'amirauté britannique de l'époque, Winston Churchill, qu'il avait sournoisement envoyé comme ruse pour que les torpilles allemandes, comme ce fut le cas pour le Titanic, soient l'élément déclencheur de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Cette attaque faisait en fait partie d'une conspiration bien orchestrée. Et bien qu'il s'agissait d'un bateau de croisière de passagers, il a quand même été torpillé et coulé. Sauf qu'en réalité, dans le cas présent, il transportait du matériel de guerre et une énorme quantité de munitions à destination de l'Angleterre. La même chose est arrivée au Carpathia le 17 juillet 1918, qui était utilisé pour le transport de troupes pendant la Première Guerre mondiale. Lui aussi a été la cible d'un sous-marin allemand U-55, alors qu'il se dirigeait vers New York, provoquant le naufrage du paquebot. Il n'y avait pourtant pas beaucoup de personnes à bord du navire lors de ce voyage, et presque toutes ont été sauvées. Les 57 passagers du Carpathia et les 218 membres de l'équipage ont été secourus par le Snowdrop, qui était arrivé au moment où le sous-marin allemand s'approchait de l'endroit où se trouvaient les embarcations de sauvetage avec les survivants. Cependant, l'épisode le plus connu du Carpathia remontait à 6 ans en arrière, lorsqu'il avait sauvé plus de 700 passagers d'un navire de la White Star Line,
le Titanic, aux premières heures du 15 avril. Ce conflit guerrier, comme tous les autres, ne profitera qu'aux banquiers privés, qui s'enrichissent grâce aux crédits offerts pour les dépenses militaires de toutes les nations, quel que soit le camp auquel elles appartiennent. Il convient de noter que cette conspiration s'accorde comme un gant avec la conspiration de la Réserve fédérale. Si c'est vraiment le sous-marin celui qui a coulé le Titanic, pour éliminer les opposants gênants et indésirables au plan des Illuminati et des Jésuites. Nous devons également considérer une autre version du naufrage du Titanic. Elle est basée sur le fait que c'est en réalité l'Olympique qui a coulé, et non le Titanic. Lorsque l'Olympique a commencé à naviguer, le Titanic était encore en construction. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'une tragédie survienne en 1911. Étrangement et par coïncidence, un navire de la marine britannique, le HMS Hawke, percuta l'Olympique de plein fouet, et les deux navires furent sérieusement endommagés. Après une bataille juridique, les tribunaux ont donné raison à la marine britannique, et ont déclaré l'équipage de l'Olympique coupable de l'accident. Et la White Star Line, propriété de J.P. Morgan, responsable des réparations. Cet échec a mis la compagnie en grande difficulté, car l'Olympique n'était pas assuré. Mais le Titanic l'était, et avec l'argent reçu, l'Olympique qui a navigué sur les mers pendant 20 ans, a pu être réparé. Ou du moins c'est ce que nous supposions, jusqu'à ce qu'en 1998, un chercheur anglais appelé Robin Gardiner a publié un livre intitulé Titanic, The Ship That Never Sank, dans lequel il nous révèle la réalité machiavélique. Selon M. Gardiner, la vérité est qu'avec la perte de l'Olympique, la White Star Line n'avait pas l'argent nécessaire pour réparer entièrement le navire en détresse, ou pour achever la construction du Titanic. La compagnie maritime a donc décidé de s'engager dans l'une des plus anciennes formes de fraude maritime, en faisant passer un navire pour un autre. En prenant des pièces du Titanic encore en construction, la White Star Line a fait passer l'Olympique pour le Titanic, le réparant de manière à ce qu'il puisse être à flot pendant quelques jours, mais avec de sérieux dommages structurels. L'idée était d'emmener l'Olympique déguisé en Titanic en haute mer, d'avoir un accident fortuit, de toucher l'assurance, et avec cet argent de finir le Titanic déguisé en Olympique. Et qui était le capitaine du faux Titanic, qui allait faire le premier voyage inaugural? Le capitaine de l'Olympique, Edward John Smith. Ce qui est certain, c'est qu'après l'accident contre le navire Hawke, et avant le voyage du Titanic, la White Star Line a décidé de réparer l'Olympique, et d'y apporter des changements qui le feraient passer pour le Titanic, notamment un changement de peinture et d'apparence. On a également découvert que l'un des canots de sauvetage secourus par le Carpathia portait le nom de l'Olympique. Bien que l'Olympique et le Titanic soient des navires presque jumeaux, avec la même structure, les mêmes matériaux, voire la même apparence, ils ne le sont pas pour l'œil exercé, ni sur les inscriptions nominatives à certains endroits de chaque navire. Selon les recherches de Robin Gardiner, l'échange a eu lieu lors de son accostage à Belfast. L'Olympique devait passer par ce port pour des réparations, et c'est là que des ouvriers auraient échangé les inscriptions, les canaux de sauvetage et d'autres détails pour faire passer l'Olympique pour le Titanic. C'est ainsi que le faux Titanic serait parti quelques jours plus tard vers une destruction certaine. C'est pourquoi, selon M. Gardiner, il a eu tant de mal à trouver des travailleurs prêts à s'engager dans ce voyage intercontinental. Bien que le Royaume-Uni était en pleine grève du charbon et qu'il y avait beaucoup de main-d'œuvre inactive, les rumeurs du chantier naval seraient parvenues aux personnes ordinaires, qui auraient décidé de refuser l'offre d'emploi. Un navire comme le Titanic
était conçu pour résister à des collisions, comme celle qu'il aurait subie et rester à flot. La théorie officielle dit que l'iceberg avait déchiré les 4 compartiments de sécurité du pont et provoqué le naufrage du navire. Mais des photos sous-marines prises récemment de l'épave du prétendu Titanic ne montrent aucune déchirure de ce type. Le plan initial était d'entrer en collision avec un autre navire. On pense même que ce navire était le Californian. Mais au moment où ils ont aperçu l'iceberg, ils ont trouvé quelque chose qui soulèverait beaucoup moins de soupçons, et ils ont donc dirigé le navire droit sur l'iceberg. Pendant de nombreuses années, des historiens, des chasseurs de trésors, des océanographes et des hommes d'affaires ont cherché l'épave. C'est en 1985 que le Titanic a été localisé au fond de la mer. À 4 km de profondeur, et à quelques 800 km des côtes canadiennes. Commence alors la tâche de récupérer l'épave, pour en savoir plus sur son histoire. Les travaux de récupération ne sont pas encore terminés, mais les objets récupérés offrent des informations surprenantes sur la fraude du Titanic. Quoi qu'il en soit, l'Olympique réparé, ou peut-être le Titanic déguisé, a passé 20 ans au service de la White Star Line et a évité la faillite de la compagnie, qui après l'accident de 2 de ses vaisseaux amiraux semblait inévitable. Les 2 versions sont très probablement complémentaires, car il s'agissait sans aucun doute d'une des conspirations les plus sombres et les plus secrètes de l'histoire, menée par l'élite sioniste Illuminati des Morgan, des Rothschild, des Rockefeller et autres. C'est ainsi que le sinistre cartel a réussi à se débarrasser des opposants à la Banque centrale de la Réserve fédérale, en torpillant le faux Titanic et en percevant l'assurance d'un navire irréparable qui était en fait l'Olympique. Il ne fait aucun doute que certaines personnes avaient tiré un grand profit de cet événement fatidique. Il est suspect que Morgan et ses amis aient décidé de ne pas monter à bord au tout dernier moment. Savait-il que le Titanic ne finirait pas bien ? Pendant ce temps, nous, les citoyens de tous les pays du monde, restons ignorants et contribuons avec notre argent et notre travail à les maintenir au sommet de la pyramide. Cependant, le mensonge et la tromperie deviennent de plus en plus visibles, et cela leur fait peur, car tout se retourne contre eux. En fait, le navire est en train de couler, et cette fois les passagers ce sont eux. Ceux-là même, qui ont créé cette tragédie humaine de douleur et de souffrance. Leur luxueux navire coule, sans qu'il y ait suffisamment de bouées de sauvetage, et de canaux de sauvetage pour tous. Comme ce fut le cas pour le Titanic.
Un an seulement s'est écoulé depuis le naufrage du Titanic. Lorsqu'en 1913, le Congrès américain a adopté une loi permettant la création de la réserve fédérale, avec l'approbation du président Woodrow Wilson, qui plus tard a admis sans ambages, avec ses propres mots, avoir ruiné son pays en prenant cette décision. La manœuvre astucieuse de Morgan, pour se débarrasser des principaux opposants à la création de la réserve fédérale, a eu un effet collatéral touchant également le monde de l'énergie. Puisque John Jacob Astor, en plus d'être l'homme le plus riche de l'époque, était un grand ami de Nikola Tesla, et bien sûr son principal mécène. Tesla disposait des fonds nécessaires pour développer ses expériences sur l'énergie libre, et il séjournait au Waldorf Astoria, qui appartenait aussi à Astor. Cependant, après le naufrage du Titanic, Tesla a contracté un grand nombre de dettes qu'il n'a pas pu payer, et il a dû démonter ses appareils. J.P. Morgan, propriétaire de la General Electric Company, et détenteur du monopole de l'électricité, avait financé Nikola Tesla jusqu'en 1906, et prétendait disposer de 2 brevets, celui de la radio, et celui du tube fluorescent. Mais quand il a demandé à Tesla à quoi il avait dépensé ses fonds, Tesla lui a répondu que c'était pour le bien de l'humanité. Tesla avait investi l'argent dans la construction de la tour Wardenclyffe, qui lui permettait d'envoyer de l'énergie à travers l'atmosphère, vers n'importe quel endroit à un coût nul. C'est-à-dire de l'énergie gratuite, ce qui n'a pas plu à Morgan. Morgan a apparemment fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher le développement d'une pareille technologie, car cela l'aurait ruiné financièrement. Morgan lui demanda le silence et la discrétion dans une lettre, car son investissement était en concurrence avec ceux de plusieurs de ses propres clients, qui misaient sur l'énergie par câble. Mais Tesla défiait les investissements des monopoles énergétiques de l'époque. Les banquiers américains contemporains investissaient de grosses sommes dans les mines de cuivre pour les câbles électriques. Les découvertes de Nikola Tesla dans le domaine de l'énergie libre infini-toroïdale et de la transmission sans fil représentaient un danger pour leurs investissements. Nikola Tesla a obtenu environ 300 brevets dans le monde entier. Outre la découverte du courant alternatif, il est l'inventeur du radar, du microscope électronique, des ampoules sans filament, de la radio, même si le mérite en revient à Marconi. Mais il est surtout le découvreur de l'énergie libre. L'énergie libre, ou énergie infini-toroïdale, a été la plus grande et la plus incroyable découverte connue, grâce à laquelle il est possible de produire de l'énergie libre à un coût nul. Évidemment, cela ne convenait pas du tout au nouvel ordre mondial des jésuites et des Illuminati. Ils voulaient et veulent toujours maintenir ce type d'électricité par câble, et ne permettront pas l'énergie libre toroïdale photonique, pour quoi que ce soit au monde. L'élite sait que si l'énergie toroïdale libre et gratuite était appliquée sur toute la planète, elle serait perdue. Elle ne représente qu'1% de l'humanité, et nous 99%. Décidément, le macabre cartel Morgan Rockefeller Rothschild, voyant ses ambitieux projets en péril, a décidé de se libérer des obstacles. Ils décidèrent que le mieux à faire était de se débarrasser de John Jacob Astor, afin que leur ami, le célèbre inventeur Nikola Tesla, n'ait personne pour le subventionner dans cet incroyable projet d'énergie libre, au profit du grand avenir de l'humanité. Morgan lui retira son soutien financier, car il n'aurait pas été rentable pour son entreprise si les maisons et les bâtiments du monde entier bénéficiaient d'une énergie gratuite. Morgan le détruisit en le mettant sur la liste noire des institutions financières américaines. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus significatif, et dans ce genre de choses extrêmement importantes, cela ne peut pas être une coïncidence.
Comme nous l'avons mentionné, sur le Titanic se trouvaient plusieurs investisseurs qui avaient l'intention de financer Tesla, ainsi qu'une bonne partie des politiciens qui se sont opposés à la privatisation de la réserve fédérale. Ce projet satanique aurait servi à asservir les États et les nations en permettant le contrôle de l'émission de la monnaie aux États-Unis par le secteur privé, et donc le contrôle total des finances de la nation sous les intérêts de ses oligarques. En plus des 3 magnats assassinés sur le Titanic, 600 industriels, constructeurs et banquiers influents étaient tout aussi farouchement opposés à la création d'une banque centrale privée aux États-Unis. Il ne fait aucun doute que leur mort a profité au plan de J.P. Morgan et de ses partenaires jésuites Illuminati du Nouvel Ordre mondial. En 1917, Tesla a perdu les droits de propriété de la tour qu'il a construite, et l'armée américaine la fit démolir à l'aide d'explosifs, sous prétexte qu'elle pouvait être utilisée par des espions allemands. Tesla est mort, seul et sans le sou en 1943, escroqué à la fois par Thomas Edison et J.P. Morgan. J. Edgar Hoover, directeur du FBI, a réquisitionné tous ces documents et matériels de recherche, en les classant top secret. Et ce en compagnie de John J. Trump, oncle paternel de l'ancien président américain Donald Trump, qui était alors ingénieur électricien et professeur au Massachusetts Institute of Technology. Se pourrait-il que ces documents aient été utilisés pour développer des projets tels que HAARP, ou le contrôle social par les ondes électromagnétiques? J.P. Morgan est mort à Rome, l'année qui a suivi la catastrophe du Titanic, après avoir subi un grave accident vasculaire cérébral et une indigestion aiguë. Il s'était rendu en Égypte, sur recommandation de ses médecins, en raison de la pression émotionnelle infligée par l'obligation de rendre des comptes de sa vie et de sa carrière financière devant le comité Peugeot à Washington. Le comité Peugeot était un sous-comité du Congrès américain, créé en 1912-1913, pour enquêter sur la soi-disant fiducie monétaire. Une communauté de banquiers et de financiers de Wall Street, qui exerçait un contrôle puissant sur les finances de la nation. Après avoir visité plusieurs sites archéologiques autour de l'Égypte, probablement aussi les pyramides, il s'est finalement rendu aux ruines de Karnak, où son mauvais état de santé s'est encore aggravé. Et John Pierpont Morgan est décédé le 31 mars 1913. Est-ce que la justice d'Anubis lui a demandé des comptes, un an après avoir coulé le Titanic? Morgan n'a pas pu voir se réaliser son rêve machiavélique, la réserve fédérale, pour lequel il a sacrifié tant de victimes, puisqu'elle a été promulguée le 23 décembre 1913. D'autre part, avec la mort étrange de Morgan après être tombé gravement malade en Égypte, il est également opportun de rappeler la malédiction de la momie qui a voyagé sur le Titanic. Morgan a-t-il été touché par cette malédiction? C'est en 1890 qu'un jeune riche anglais visita les fouilles près de Luxor, où il acquit le coffre de la princesse d'Amen-Ra, une momie égyptienne, pour orner sa collection personnelle d'objets anciens. Après avoir envoyé la momie en Angleterre sur un cargo, le jeune Anglais embarqua pour rejoindre sa patrie qui devait la recevoir. Mais le jeune homme a mystérieusement disparu, alors qu'il naviguait vers l'Angleterre. Il serait tombé du bateau, et se serait noyé sans que personne ne s'en aperçoive. Son compagnon de voyage était arrivé en Angleterre, et quelques jours plus tard, il a été tué dans un accident de voiture, tandis que le capitaine du cargo transportant la momie a perdu un bras, suite à un accident à bord du navire. La momie non réclamée dans le port
a été acheté par un marchand, qui quelques jours plus tard a été blessé dans un accident, et sa maison a pris feu. Convaincu que la momie était maudite, il en fit don au British Museum. Les gardiens du British Museum ont entendu des cris terrifiants à côté du cercueil. Des choses disparaissaient comme par magie. Et même l'un des gardiens s'est suicidé à l'intérieur du musée, à côté de la princesse d'Amen-Ra. Finalement, le musée décida de s'en débarrasser, mais personne ne la voulait. Ensuite, un archéologue américain qui ne croyait pas aux histoires entourant la momie, décida de l'acheter au musée, et de l'emmener aux États-Unis, où elle serait exposée dans un musée. L'archéologue a organisé son transport d'Angleterre à New York, dans une boîte placée dans la soute du RMS Titanic. Mais au-dessus de la tête de la momie se trouvait une inscription qui disait « Relève-toi des cendres, et laisse tes yeux frapper ceux qui s'interposent sur ton chemin ». Bien qu'il n'existe aucune trace d'une momie égyptienne embarquée sur le Titanic, certains affirment que l'archéologue l'avait cachée pour éviter les taxes d'entrée. Le sarcophage, sans la momie de la princesse d'Amen-Ra, qui a ensuite été récupérée dans l'épave, peut être revisité aujourd'hui encore au British Museum. Apparemment, le premier journaliste qui avait découvert la malédiction de cette momie, Bertram Fletcher Robinson, 1870-1907, fut assassiné juste avant de publier ses recherches. D'après ce que son ami Sir Arthur Conan Doyle affirmait, comme l'ont écrit le Pearson's Magazine et le Daily Express, qui ont également été les premiers éditeurs de l'analyse de Robinson. Après de nombreux articles publiés dans des journaux et des magazines, ainsi que plusieurs livres et films sur ce sujet controversé, le naufrage du Titanic continue de faire l'objet de débats. Cependant, les récentes recherches sous-marines de l'épave éclaircissent la fraude perpétrée. Puisque selon les dernières découvertes, c'est en fait l'Olympique qui se trouve au fond de l'Atlantique Nord, et non le Titanic, comme on nous l'a toujours fait croire. La conspiration du Titanic était d'une telle ampleur, que malgré les preuves, il n'est pas facile d'accepter cette sinistre fraude. Mais si le naufrage du plus grand, et du plus luxueux paquebot du monde, n'était qu'une question de chance ou de malchance, pourquoi J.P. Morgan et plusieurs de ses amis ont-ils annulé la réservation à la dernière minute, et ne sont pas montés à bord ?